Rebonjour, c'est l'heure du deuxième café, j'espère que vous êtes bien installés et c'est parti pour la deuxième partie du cours sur les problèmes classiques en programmation concurrente. Donc on va démarrer par une petite introduction, voir un peu quels sont les problèmes habituels et puis on parlera de critères à surveiller qui vont être la famine et l'interblocage. C'est les cas où des threads cherchent à faire quelque chose et où on n'arrive pas à progresser, où le programme n'arrive plus à avancer. Donc pourquoi est-ce qu'on étudie tout ça? Il y a un certain nombre de problèmes classiques, les trucs qu'on trouve dans les bouquins de système, quoi, typiquement, euh, qui sont pas nécessairement des trucs qu'on utilise directement dans la vie de tous les jours, mais qui sont simplement des problèmes classiques qui ressemblent à des problèmes de la vie de tous les jours. Et donc ce qui est intéressant, c'est d'étudier les problèmes classiques de la littérature, prouver qu'ils fonctionnent correctement, donc absence d'interblocage, de favoritisme, on reviendra sur la définition de tous ces trucs-là. Euh, et puis ensuite, ça nous servira dans la vraie vie pour mettre en œuvre des choses qui ressemblent à ces problèmes-là. Donc on va souvent avoir des analogies, on va parler de dîner des philosophes qui mangent des spaghettis, on va parler de voiture à un carrefour. Évidemment, dans votre ordinateur, il y a assez peu de philosophes qui mangent des spaghettis et il y a rarement une voiture qui attend un carrefour. Par contre, on va voir que les problèmes qu'on se pose ressemblent aux problèmes de la vraie vie en informatique. Donc les problèmes classiques, on va les lister, puis on rentrera dans les détails après, hein. Le problème de la barrière, c'est quand on a plusieurs threads qui avancent et puis qui veulent se donner un rendez-vous. Donc on veut que le premier attend, le deuxième attend, et puis quand le dernier arrive, tout le monde va être débloqué. Le problème des philosophes, où on va avoir des philosophes qui se partagent des ressources qui vont être des fourchettes, et les fourchettes vont leur servir à manger des spaghettis. Ouais, c'est un peu mystérieux vu comme ça, mais vous verrez, ça a du sens, hein, et c'est un grand classique de la programmation concurrente. Le problème des producteurs et consommateurs, on l'a déjà vu un petit peu sur la première partie, puis on y reviendra en TD. C'est tout simplement quand on a, en fait, c'est ce que vous avez déjà vu avec le pipe Unix par exemple, hein. On a un ou plusieurs processus qui vont produire des choses et qui va les envoyer à d'autres processus qui vont les consommer. Problème des lecteurs et des rédacteurs. Des lecteurs, ils peuvent être en concurrence, on peut tout à fait être à plusieurs pour lire un document en même temps. Par contre, à partir du moment où il y en a un qui écrit, on n'a pas envie que quelqu'un soit en train ni d'écrire ni de lire en concurrence avec quelqu'un qui écrit. Voilà, donc le producteur-consommateur, on l'a déjà vu un peu sur la première partie, hein. Je vais vous refaire le petit diagramme. On a un producteur d'un côté, et puis on va avoir une file d'attente, de préférence un truc du style FIFO, et puis un consommateur ici, et donc lui il va produire des données que lui va consommer. On peut en avoir plusieurs de chaque côté, on peut tout à fait avoir plusieurs producteurs qui vont envoyer des données, et plusieurs consommateurs qui vont les consommer. On va se donner une FIFO au milieu ici qui va être de taille limitée. Pourquoi de taille limitée? Simplement parce qu'il pourrait tout à fait se produire que les producteurs de ce côté-là soient plus rapides que les consommateurs. À ce moment-là, ce qui peut se passer si lui produit une donnée par seconde et que eux, de ce côté-là, on consomme qu'une donnée toutes les 2 secondes, au bout d'une seconde, on va avoir une donnée dans notre FIFO, au bout de 2 secondes, on va en avoir deux. Et puis en fait, si on laisse tourner notre programme indéfiniment, on va se retrouver avec une FIFO qui va être gigantesque et qui va finir par remplir la mémoire de notre machine. Donc c'est sympa si on peut avoir un truc un peu redimensionnable, etc. Par contre, on va à peu près toujours se débrouiller pour avoir une borne et dire si le buffer est plus grand que telle taille, on va considérer que les écritures deviennent bloquantes et du coup les producteurs on va les arrêter le temps que la FIFO ait de la place et puis du coup ça va donner de la puissance de calcul aux consommateurs de ce côté-là. Les producteurs sont bloqués si la file est vide, les consommateurs sont bloqués si la file est vide, les producteurs sont bloqués si la file est pleine. Donc exemple, gestion d'une file d'attente partagée. Par exemple, vous avez un système d'impression. On va avoir deux imprimantes et puis on va avoir 100 ordinateurs de l'autre côté, qui soient les ordinateurs de bureau du laboratoire. On peut imaginer un système de producteur-consommateur où quand j'imprime, ça envoie le document PDF, par exemple, dans une file d'attente. Et puis dès qu'une imprimante est disponible, hop, l'imprimante va sortir le job. C'est un schéma très général de communication, donc entre entités quelconques, hein. On parle parfois d'organisation maître-esclave où on va avoir quelqu'un qui va distribuer du boulot à quelqu'un d'autre. Alors maître-esclave, c'est un jargon qu'on essaie d'éviter d'utiliser par les temps qui courent parce que la référence à l'esclavage n'est pas forcément la bienvenue en informatique. C'est pas forcément nécessaire en tout cas. Deuxième problème, le problème des lecteurs et des rédacteurs. Alors ici, la question qu'on va chercher à résoudre, c'est on a une donnée ici, ou un ensemble de données, hein, ça peut être une structure de données un petit peu compliquée, et puis on va avoir plusieurs processus qui vont avoir le droit d'accéder soit en écriture, soit en lecture.
Et donc, ce qu'on autorise, donc on va dire que ça c'est une écriture qu'on va noter W comme write en anglais, ça va être un read, R comme read en anglais. Ce qui est tout à fait autorisé, c'est read plus read, et puis on peut en avoir autant qu'on veut, ça c'est OK. Et par contre, si on a un processus qui cherche à écrire en parallèle avec un processus qui cherche à lire, bah là on va avoir le problème que celui qui cherche à lire, il risque de récupérer des données incohérentes, puisqu'il va lire un morceau mais qui est en train d'être écrit. Donc ça, c'est KO, c'est interdit. Et puis écriture plus écriture en parallèle, de la même manière, c'est interdit. Si on est plusieurs à essayer d'écrire sur la même feuille de papier, par exemple, il va falloir qu'on se synchronise pour qu'il n'y en ait pas un qui essaye d'écraser ce que l'autre est en train d'écrire. Donc, dans le problème des lecteurs et des rédacteurs, on se donne deux types d'accès. On a les lectures, les écritures. Et la lecture, on a le droit de la faire de manière un petit peu plus permissive que les écritures. Comme j'ai dit, on a le droit d'avoir plusieurs lectures en parallèle, c'est pas un problème. Par contre, du moment où il y a un écrivain qui va utiliser la ressource, on veut qu'il soit exclusif sur cette ressource. On ne mélange pas les accès en écriture et en lecture, donc un seul type d'accès à la fois. Et donc, soit on a que des lecteurs, soit un seul rédacteur. Exclusion entre les deux, etc. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on va avoir dans une base de données. Alors, c'est pas forcément l'ensemble de la base de données qui va être considéré comme ça, ce sera un petit peu brutal comme synchronisation. Par contre, une table d'une base de données ou une portion d'une base de données, ben, on va dire que si elle est en lecture seule, il n'y a pas de problème, elle est partagée par tout le monde et il n'y a pas de synchronisation nécessaire. Mais du moment où il y en a un qui cherche à écrire, il va prendre la main sur la ressource et il va être le seul à utiliser cette ressource. Le problème de la barrière. Donc schématiquement, la barrière, si on se donne le temps qui passe comme ça, on va avoir des processus qui avancent, et puis il y en a un qui arrive à la barrière ici, il y en a un autre qui avance, il arrive à la barrière ici. Donc la barrière, c'est juste un appel, par exemple un appel à une fonction barrière. Et ce qu'on a envie, c'est que tous les processus passent la barrière en même temps. Donc s'ils sont trois, par exemple, on va dire que les deux premiers, ils attendent. Et quand le troisième arrive à la barrière, ça débloque tout le monde. Donc là, tout le monde passe la barrière, hop, 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 et tout le monde peut continuer son petit bonhomme de chemin. Donc, une autre façon de dire ça, c'est que c'est un rendez-vous. C'est-à-dire que, voilà, j'arrive à un rendez-vous, je suis le premier, bah, je vais attendre, le deuxième arrive, il attend aussi, et puis quand le dernier thread du groupe arrive au rendez-vous, et ben c'est bon, on peut y aller, on est au complet. Donc, on connaît le nombre de threads qui est attendu, parce que sinon, si vous vous donnez rendez-vous en ville, que vous ne savez pas combien vous êtes, vous pouvez attendre longtemps avant de savoir si le dernier est arrivé. Tous les threads arrivent sur la barrière et se bloquent, sauf le dernier, qui, quand il arrive, libère tout le monde. Donc ça peut servir, c'est une synchronisation un peu brutale, mais ça peut servir quand on a un calcul en plusieurs étapes, où on va avoir une première étape de calcul ici, et puis typiquement au moment de la barrière, on va avoir des échanges de données où tout le monde va prévenir tout le monde du résultat du calcul, et puis ensuite on va recommencer. Mettons par exemple que je vais faire un calcul sur une grosse matrice, et par exemple j'ai une partie du traitement qui se fait par ligne, donc je vais dire j'ai des threads qui vont traiter les lignes, qui vont traiter les lignes, qui vont traiter les lignes, et puis ensuite j'ai une deuxième partie de mon calcul où je vais vouloir traiter les colonnes. Hop, hop, hop. Bah, si mon thread qui a terminé sa ligne ici, il commence à traiter la colonne, il va se mettre à marcher sur les pieds des autres, il va se mettre à accéder à des données qui étaient réservées aux autres. Donc ce qu'on va faire dans ce genre de cas, c'est qu'on va dire, bah, ok, on a notre traitement en ligne d'abord, et puis ensuite une barrière, et puis quand tout le monde a terminé son traitement en ligne, on passe au traitement en colonne. Et ce qui fait qu'on est soit avant et on est sur le traitement en ligne, soit après la barrière et on est sur le traitement en colonne, mais on mélange jamais les deux, par exemple. Et donc ça permet d'éviter les problèmes dus au fait qu'il y a un thread qui est un peu plus rapide que l'autre. C'est-à-dire que dans un monde idéal où les threads seraient parfaitement à la même vitesse, bah, si chacun a son traitement à faire, naturellement les threads vont s'arrêter exactement au même moment. Et du coup, en un sens, c'est pas la peine de mettre une barrière si on sait que tout le monde met exactement le même temps. Sauf que dans la vraie vie, bah, même si les calculs sont à peu près équivalents, on sait qu'on va avoir un petit décalage ici parce que ça arrive à peu près jamais que deux threads qui doivent mettre le même temps, ils mettent exactement le même temps à la nanoseconde près. Donc du coup, bah, dans ces cas-là, hop, une barrière et puis on continue notre calcul derrière.
Alors, autre problème classique en programmation concurrente, le problème du dîner des philosophes. Donc ici, on a plusieurs philosophes, hein, et chaque philosophe, il peut faire deux choses. Il peut penser, ou bien il peut manger. Et pour manger, il va avoir besoin de quoi? Il va avoir besoin de prendre une fourchette d'un côté, de prendre une fourchette de l'autre, et il va manger ses spaghettis avec deux fourchettes. Donc, un algo pour représenter le comportement d'un philosophe, ça pourrait être while true, penser, manger. Et puis, ma fonction manger ici, je vais la détailler un petit peu. Donc, manger, ça pourrait être prendre fourchette gauche. Et puis ensuite, prendre fourchette oups, droite. Ensuite, s'occuper des spaghettis. Et puis rendre fourchette gauche. Prendre fourchette droite. Et avec un algo comme ça, ça pourrait marcher. Ce qui peut tout à fait se passer, c'est que, par exemple, lui, hop, lui, il va prendre sa fourchette gauche, il va prendre sa fourchette droite, il va manger, et puis ensuite, il va rendre sa fourchette gauche et sa fourchette droite, et on va revenir dans cette situation-là. Et puis ensuite, lui, il va prendre sa fourchette gauche, il va prendre sa fourchette droite, et puis il va prendre ses spaghettis, et puis il va rendre les deux fourchettes, et on va revenir dans notre état initial. Ce qui peut se passer aussi, et qui commence à être un petit peu plus embêtant, c'est que on peut avoir lui qui veut manger, il commence à manger ici, il commence à manger, hop, il s'occupe de ses spaghettis, et puis pendant ce temps-là, son voisin va commencer, il va prendre sa fourchette gauche ici, et puis il va prendre sa fourchette droite, et là la fourchette droite, bah, il peut pas pour l'instant, d'accord? Puisque la fourchette droite, elle est déjà prise. Donc là, enfin, la ressource, elle est protégée par un mutex, hein, la ressource fourchette. On ne peut pas prendre la fourchette tant qu'elle est prise. Donc lui, il va attendre, et puis il va venir un moment où notre premier philosophe, notre philosophe numéro 0, il va rendre la ressource fourchette, et à ce moment-là, on va revenir dans cette situation-là, où lui a fini de manger, et où lui va enfin pouvoir prendre sa fourchette et terminer son attente. Et puis quand tout ça sera terminé, du coup, donc lui il a fini, on va lui effacer, et puis lui il a fini aussi, hop, et on continue. Il peut se passer quelque chose d'encore plus embêtant. Ce qui peut se passer, c'est que tout le monde essaye de faire la même chose en même temps. Donc ils ont fini de penser, et lui va vouloir manger, donc il va prendre sa fourchette gauche, qui va être celle-ci, d'accord? Si on se met à sa place, il regarde à gauche, c'est cette fourchette-là. Lui va prendre sa fourchette gauche, qui est celle-là. Lui va prendre sa fourchette gauche, qui est celle-là. Lui prend sa fourchette gauche, qui est celle-là, et ainsi de suite. Et jusqu'ici, tout va bien. Par contre, bah, tous les processus qui ont fait prendre fourchette gauche, maintenant, ils vont vouloir prendre leur fourchette droite. Lui, il cherche à prendre sa fourchette droite, il peut pas, il attend. On va matérialiser l'attente avec une petite croix. Lui, il veut prendre sa fourchette droite, il peut pas non plus, il attend. Lui, il veut prendre, il peut pas, il attend. Lui, il attend. Lui, il attend. On se retrouve dans une situation où tout le monde va attendre quelqu'un. Donc, notre philosophe numéro 0 ici, il attend que le philosophe numéro 4 ait terminé. Lui, il attend que le philosophe numéro 0 ait terminé. Lui, il attend que le philosophe ait terminé. Lui, il attend, etc. Et qu'est-ce qu'on voit arriver en rouge ici? On voit arriver un cycle. J'ai numéro 0 qui attend numéro 4, qui attend numéro 3, qui attend numéro 2, qui attend numéro 1, qui attend numéro 0. Donc quand est-ce que numéro 0 pourra manger? Il pourra manger quand 4 aura fini, mais 4 aura fini quand 3 aura fini, 3 aura fini quand 2 aura fini, etc. Et on arrive à se dire, numéro 0 pourra commencer à manger quand il aura terminé de manger. Autrement dit, il ne pourra jamais commencer à manger, puisque pour terminer de manger, il faut qu'il ait démarré. Donc ici, on a un cycle qu'on va appeler un deadlock.
deadlock ou interblocage en bon français. Alors, il y a des gens qui traduisent deadlock comme étreinte mortelle, qui est une traduction un petit peu plus poétique, mais que vous trouverez rarement dans des documentations techniques. En général, les gens parlent franglais et disent deadlock, et sinon ce serait plutôt interblocage. Donc en résumé, chaque philosophe a devant lui un plat de spaghettis, il a deux fourchettes, une à gauche, une à droite. Pour pouvoir manger, il faut qu'il prenne la fourchette de gauche, la fourchette de droite. Et le problème, c'est d'arriver à se débrouiller pour éviter l'interblocage qu'on a eu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut trouver une façon de fonctionner pour les philosophes qui leur évite de se retrouver avec une fourchette dans la main, d'attendre la deuxième fourchette et que tout le monde se retrouve dans cette situation-là. Alors ça, c'est un petit peu plus subtil le rapport avec la vraie vie en informatique. Maintenant, ce qui peut tout à fait arriver, c'est qu'à la place d'avoir des fourchettes, on a des ressources, et que il y a la fourchette numéro 1, c'est la carte réseau, la fourchette numéro 2, c'est le disque, la fourchette numéro 3, c'est l'écran. Et puis vous allez avoir plusieurs processus qui vont chacun vouloir parler sur le réseau, mais par exemple un processus, il pourrait dire, moi je vais parler sur le réseau, mais pour ça je vais envoyer quelque chose qui vient du disque. Donc je vais prendre un mutex sur la carte réseau, prendre un mutex sur le disque, faire mon travail, et puis relâcher les deux mutex. Et puis peut-être que l'autre va vouloir faire l'inverse et qu'il va vouloir d'abord attraper le mutex sur le disque, et puis ensuite attraper le mutex sur la carte réseau, etc. Et donc, à partir du moment où on a plusieurs processus et plusieurs ressources, et qu'on a des processus qui veulent verrouiller et déverrouiller des ressources dans un ordre quelconque, on risque de se retrouver dans une situation qui ressemble à ce problème des philosophes. Donc, d'une manière générale, quand on a un pool de ressources géré par un pool de threads. Alors, évidemment, comme tout problème vraiment classique, il y a un article Wikipédia associé. Donc, si on se balade un petit peu là-dessus, déjà, vous pouvez voir ma source d'inspiration pour l'illustration. Qui est directement extraite de cet article. Et puis, on va vous parler non seulement du problème ici, mais on va vous parler des solutions. Il y a un autre problème aussi d'ailleurs que je n'avais pas illustré dans l'explication précédente, c'est qu'est-ce qui se passe s'il y a un philosophe qui meurt. Ici, vous avez Socrate qui a sa fourchette dans la main gauche et qui boit la ciguë et qui meurt avec sa fourchette gauche en main. Et à ce moment-là, Voltaire ne pourra jamais manger puisqu'il y a une fourchette qui a été prise et qui ne sera jamais rendue. Et donc voilà, il y a plein de problèmes et plein de situations qui peuvent correspondre à la vraie vie. Le Socrate qui meurt, ça correspond à un processus qui crache en ayant pris le mutex, par exemple. Et puis ensuite, vous avez les solutions. Donc les solutions, je ne vais pas vous les montrer tout de suite. Je vous encourage à mettre pause sur la vidéo et puis à réfléchir. Est-ce que vous avez une idée de solution pour le problème des philosophes? Voilà, pause. Hop, on revient. Alors, il y a plusieurs solutions, il y en a plein. Je vous laisse regarder l'article Wikipédia si vous voulez avoir un petit peu un aperçu des différentes possibilités. Je vais vous en montrer une qui est toute simple. Le problème du deadlock qu'on a eu tout à l'heure, il venait du fait qu'on avait un cycle. Il venait du fait qu'on avait 0 qui dépendait de 4, qui dépendait de 3, de 2, de 1, etc. Comment est-ce qu'on peut faire pour casser ce cycle? On peut simplement ordonner les fourchettes. Et on va dire que le philosophe, au lieu de prendre la fourchette gauche et la fourchette droite, on va prendre la fourchette la plus petite. Hop, pardon. Et ensuite la fourchette la plus grande. Et puis on va les rendre dans n'importe quel ordre, ça on s'en fiche. Donc la fourchette la plus petite, si je prends mon philosophe numéro 0, il a deux fourchettes, il a la fourchette 0 et la fourchette 1. Donc il va prendre d'abord la fourchette 0, qui est l'indice le plus petit. Lui, il va prendre d'abord la fourchette d'indice la plus petite. Lui, il va prendre d'abord la fourchette d'indice la plus petite, et ainsi de suite. Et par contre, lui ici, il a le choix entre la fourchette 0 et la fourchette 4. Et il va essayer de prendre la fourchette 0, et ça marche pas. Il est coincé, puisque cette fourchette 0, elle est prise. Du coup, il ne peut pas verrouiller la fourchette 4, puisqu'il ne verrouillera la fourchette 4 que quand il aura verrouillé 0. L'ordre dans lequel je vais verrouiller les choses va aller dans cet ordre-là pour lui. Donc du coup, lui, il n'est pas en attente, et lui, il peut prendre sa fourchette, il peut manger, hop, il s'occupe de ses spaghettis. Pendant ce temps-là, lui, il va être en attente, lui est en attente aussi, lui est en attente, et vous pouvez voir que tout le monde est en attente, sauf le philosophe numéro 3, qui lui mange tranquillement. Donc mon philosophe numéro 3, au bout d'un moment, il aura fini de manger, et il va rendre ses fourchettes. Et du coup, hop,
il rend sa fourchette, il rend sa fourchette. On va effacer cette flèche qui sert plus à rien. Et du coup, mon philosophe numéro 2 va pouvoir manger. Hop, il mange, il s'occupe de ses spaghettis, et quand il a terminé, hop, il rend sa fourchette. À ce moment-là, mon philosophe numéro 1 qui était en attente, n'est plus en attente, il prend ses deux fourchettes, il mange ses spaghettis, et il rend ses fourchettes. Hop, du coup, mon philosophe numéro 0 qui était en attente n'est plus en attente, il peut s'occuper de prendre sa fourchette, de manger, et il rend les spaghettis. Hop, et du coup, je vais débloquer mon dernier philosophe qui va pouvoir prendre sa fourchette, prendre sa deuxième fourchette, manger et terminer son repas. Et puis on peut recommencer comme ça. Et il n'y a aucune situation où on va avoir un deadlock, puisqu'on va toujours avoir au moins un philosophe qui va être capable de bouger. Donc autrement dit, les philosophes, au lieu de prendre gauche et droite, tout le monde prend d'abord la fourchette gauche, après la fourchette droite, sauf un. Et le fait qu'on ait ce sauf un, ça va casser le cycle qu'on avait. Tout à l'heure, on avait un ordre qui ressemblait à ça, où on avait les fourchettes qui étaient prises les unes après les autres. Et c'était ça l'origine du cycle. Et ce qu'on a fait ici, c'est simplement qu'on a renversé l'ordre pour un des philosophes. Hop. Et du coup, là, on n'a plus de cycle, puisqu'on a un chemin comme ça, un autre chemin comme ça, mais il n'y a pas de cycle entre les différents éléments. Maintenant qu'on a vu les différents problèmes qu'on pouvait avoir à résoudre, enfin un certain nombre de problèmes, pas tous, on va parler un petit peu des critères à surveiller pour les solutions qu'on va chercher à apporter à ces problèmes. On a vu que le problème des philosophes, par exemple, la solution naïve, elle avait un problème d'interblocage. On pouvait se retrouver dans une situation où tout le monde était bloqué, et ça, c'est pas acceptable. Donc évidemment, il va y avoir une sous-section interblocage dans cette partie, où on va parler d'interblocage ou de comment les éviter plus précisément. Et puis un autre critère un peu plus subtil, ça va être la famine, on va y revenir. Si je prends l'exemple de notre synchronisation lecteur-rédacteur, par exemple, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer, par exemple, on a deux lecteurs, et puis un rédacteur. Donc il y a un lecteur qui prend la main, et puis qui la rend ici. Il y a un autre lecteur qui prend la main, et puis qui la rend ici. Et puis là, on a un écrivain qui voudrait prendre la main, sauf qu'il ne peut pas pour l'instant. Ça, c'est le temps qui passe dans ce sens-là. Il peut pas prendre la main puisque il y a un lecteur qui est actif et donc il va attendre un petit peu et puis ce qui peut se passer c'est que là il arrive à prendre la main et il écrit. Ce qui peut se passer aussi, on va reprendre la même situation où j'ai un lecteur et puis lui qui commence à chercher à écrire et puis en fait il y a un autre lecteur qui prend la main ici et puis il y a un autre lecteur qui prend la main ici. Notre rédacteur, il aimerait bien prendre la main à cet endroit-là, mais il peut pas, puisque le système est toujours occupé ici. Et puis quand ici je vais avoir mon lecteur numéro 1 qui va libérer la ressource, en fait le lecteur numéro 2 l'a déjà prise. Donc là, je pourrais aussi essayer, mais je peux toujours pas. Et donc je vais continuer à attendre, et ce qui peut se passer, c'est qu'en fait, je peux continuer à attendre indéfiniment. C'est-à-dire que le système, il va continuer à évoluer, les deux lecteurs sont contents, mais mon rédacteur ne reprend absolument jamais la main. Donc ça, c'est pas la même chose qu'un interblocage. L'interblocage, on avait vraiment tout le monde qui était coincé, et chacun attendait quelqu'un, qui attend quelqu'un, qui attend quelqu'un, qui attendait le premier, et c'est le fait d'avoir un cycle qui provoquait cet interblocage. Ici, il n'y a pas de cycle, mes deux premiers lecteurs sont très contents de ce qu'ils font, et par contre, mon rédacteur, lui, ne peut pas accéder à la ressource. Donc j'ai répondu à la question avant même de l'avoir posée, que se passe-t-il lorsque des lecteurs arrivent régulièrement et qu'un rédacteur attend? Eh ben, on peut avoir une attente non bornée. Et c'est ça notre problème. Une attente, c'est normal. Une attente non bornée, c'est-à-dire possiblement infinie, c'est ça notre problème. Égale famine. Voilà, alors plus précisément, on va fixer un petit peu les termes. Donc, l'utilisation de la synchronisation, son but, c'est de bloquer des threads. Par contre, normalement, le thread devrait être toujours débloqué en un temps raisonnable, le plus court possible, et en tout cas en un temps qui ne doit jamais être infini, évidemment. Donc, une famine, c'est quand on n'est pas dans ce cas-là. On a une famine quand certains threads ou certaines classes de threads ne peuvent pas obtenir l'accès à une ressource
par exemple, ne peuvent pas rentrer dans une section critique pendant un temps non borné, pendant un temps impossible à borner, alors que pourtant le reste du système progresse. Un exemple classique de famine que vous avez déjà vécu dans la vie de tous les jours, c'est circulation avec priorité en situation d'affluence avec des voitures, hein. Vous avez un cédé le passage et il y a des voitures qui passent et vous avez une file ininterrompue de voitures qui passent devant vous. Vous êtes coincé derrière votre cédé le passage et à moins de violer le code de la route et de griller la priorité à quelqu'un, vous allez attendre pendant un temps possiblement infini si vous avez une infinité de voitures qui passent devant vous. Une autre définition qui est proche de celle-là, c'est la notion de favoritisme. Le favoritisme, c'est quand certains threads ou certaines classes de threads, certains ensembles de threads, ont plus facilement accès à la section critique. Voilà, dans un monde idéal, tout est équitable et n'importe quel thread qui demande l'accès à sa section critique, il peut y accéder de la même manière que les autres. Par contre, quand on est dans le cas du lecteur-rédacteur, par exemple, selon les solutions qu'on utilise pour résoudre le problème du lecteur-rédacteur, on peut avoir un problème de favoritisme où les lecteurs sont favorisés par rapport aux rédacteurs. Et du coup, quand un rédacteur cherche à accéder à la ressource, s'il y a trop de lecteurs, s'il y a du favoritisme, alors on a un risque de famine. Et puis, panneau stop ou panneau céder le passage, c'est le même genre de problème, hein. Vous avez un carrefour, vous avez deux voitures qui arrivent, c'est toujours la même dans le cas où il y a une priorité qui va avoir la possibilité d'accéder à la ressource carrefour routier. Deuxième problème, celui de l'interblocage. Donc un interblocage, là aussi on va faire une analogie avec la circulation routière. Vous avez un carrefour avec 4 embranchements et il y a 4 voitures qui se présentent en même temps. Ça peut donner quelque chose comme ça. On va avoir nos 4 voitures qui sont ici, ici, ici et ici. Ici, on ne s'est pas donné de priorité. Et ce qui peut se passer, c'est que la voiture numéro A, elle va avancer et elle va occuper le premier carrefour, le premier quart de notre carrefour ici. La voiture B, elle va avancer, elle va occuper le deuxième quart ici. La voiture C, elle va avancer, elle va occuper ce quart-là. Et la voiture D va occuper ce quart-là. Et là, on va se retrouver dans une situation où la voiture dans le quart numéro 4, elle voudrait avancer. Dans le quart numéro 1, on voudrait avancer, on voudrait avancer. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? La même chose que tout à l'heure, un cycle. Donc, techniquement, si on voulait spécifier un petit peu l'algo, B, elle aurait fait numéro 2.lock pour prendre la ressource cadran numéro 2, et puis ensuite numéro 3.lock, c'est du pseudocode, hein, évidemment on n'a pas le droit d'écrire ça en C++, et puis ensuite on aurait fait 2.unlock, et ensuite on aurait fait 3.unlock. Alors si on avait des voitures suffisamment petites, on aurait pu dire que la voiture elle se faufile et qu'elle arrive à libérer l'emplacement numéro 2 ici avant d'avoir pris l'emplacement numéro 3, et à ce moment-là les voitures arriveraient à se faufiler sur le parcours. Là notre problème c'est que à ce point-là du code, on a deux mutex qui sont pris. On a le mutex numéro 2 et on a le mutex numéro 3 qui sont tous les deux occupés, qui sont tous les deux verrouillés. Et du coup, en fait, c'est un problème qui ressemble furieusement à celui des philosophes, où à la place des cadrans de notre carrefour, on aurait les fourchettes des philosophes. Je vous ai dit que c'était un classique, et du coup, c'est pas très étonnant qu'on retrouve le même genre de problème ici. Donc l'analogie ici, de la même manière que pour les philosophes, hein, on n'a pas des voitures qui roulent dans notre ordinateur. Par contre, on a des processus où on a des threads qui vont être l'analogue des voitures ici. Les ressources et les parties du carrefour, et on a chaque thread qui va avoir besoin de deux ressources différentes. Et ici, le problème, c'est que l'ordre dans lequel les ressources sont verrouillées est fixé, et cet ordre, il induit un cycle. Et donc une ressource, ça peut être n'importe quel élément qui est nécessaire à faire avancer le processus. Ça peut être une ressource matérielle sur laquelle on va mettre un mutex pour éviter qu'on ait deux processus qui accèdent au matériel en même temps. Ça peut être un morceau de code sur lequel on a mis un mutex parce que c'est une section critique, ça peut être n'importe quoi. Et donc pour préciser un petit peu, un deadlock qui survient suite à un problème d'exclusion mutuelle. L'exclusion mutuelle, par définition, on a un processus au plus qui possède la ressource. En général, l'exclusion mutuelle, on la gère avec un système tenir et attendre, c'est-à-dire que tant qu'on tient un verrou, les autres sont obligés d'attendre.
Et on ne relâche pas la ressource tant qu'on n'a pas terminé avec. Les ressources sont gérées de manière non préemptive, c'est-à-dire que quand je cherche à verrouiller un mutex, je ne peux pas demander à casser le verrou. L'analogie dans la vraie vie, ce serait d'arriver avec la grosse pince coupe-boulon et de casser le cadenas. On n'a pas le droit de faire ça, c'est-à-dire qu'un processus ne peut pas spontanément dire moi je demande à tel autre de relâcher le verrou. Les processus, c'est eux qui décident quand ils relâchent. Et donc un interblocage, ça arrive quand on a un cycle comme celui qu'on a ici, où on va avoir un processus qui attend un autre, qui attend un autre, qui attend un autre, qui attend un autre. Donc ici, plus précisément, on a une ressource numéro 4 qui est tenue par la voiture numéro D, qui elle-même demande la ressource numéro 1, qui est déjà tenue par le processus A, qui demande la ressource 2, qui est déjà tenue par B, et ainsi de suite. Et donc là, à chaque fois, on a une demande et les pointillés qu'on a ici provoquent une attente. Et par contre, là, on a une ressource qui est tenue par un processus. Et cette ressource, elle sera relâchée uniquement quand la demande sera satisfaite. Donc dans l'ordre, on va d'abord satisfaire cette demande. Ensuite, ça permettra de relâcher la ressource qui est tenue, qui permettra de satisfaire cette demande, qui permettra de relâcher cette ressource, etc. Et donc je peux vous dire en regardant ça que A va être exécuté avant D, puisque c'est A qui va permettre à D de s'exécuter. Et par contre, D va être exécuté avant C, puisque c'est D qui va permettre à C de s'exécuter. Et C va être exécuté avant B, et B va être exécuté avant A. Et donc il n'y a pas d'ordre possible. Donc personne ne sera jamais exécuté sur un système comme ça. Et donc notre objectif, ça va être de casser les cycles, ou d'éviter en tout cas que les cycles se produisent. Donc comment on fait pour éviter les deadlocks? Alors éviter les cycles, j'ai pris un petit peu d'avance, hein. On a plusieurs conditions pour qu'un deadlock puisse apparaître. Et les deadlocks dus à l'exclusion mutuelle, il faut que ces quatre conditions-là soient satisfaites pour que les deadlocks soient possibles. Donc il suffit d'essayer de relâcher l'une de ces conditions. Supprimer l'exclusion mutuelle, en général, ça veut dire qu'on va remplacer un programme qui deadlock par un programme qui est tout buggé. Vous vous souvenez de notre compteur, on avait des x++, des x-, des choses comme ça. Si on ne mettait pas de mutex autour, à la fin on avait un système où quand on incrémentait 200 millions de fois une variable, ça faisait pas plus 200 millions. Et ça c'est quand même embêtant. Évidemment, personne n'a envie d'avoir des programmes comme ça. Donc supprimer l'exclusion mutuelle, c'est assez difficile, pas toujours possible. Euh, et en tout cas, ça va faire appel à des choses qu'on ne verra pas dans ce cours pour le faire proprement, hein. Si vous avez l'impression d'avoir une solution miracle, si vous ne comprenez pas la notion de modèle mémoire et d'opération atomique, c'est que votre solution votre solution miracle n'est pas si miraculeuse que ça, malheureusement. Deuxième option, on a dit que pour avoir un deadlock, il fallait avoir du tenir et attendre ici. Et du coup, on peut éviter le fait de tenir et attendre. Donc il y a deux possibilités pour ça. Soit on peut dire qu'un processus qui ne peut pas obtenir toutes ses ressources, il va libérer celle qu'il détient. On reprend notre philosophe, hein. Il prend sa fourchette de gauche, il essaie de prendre sa fourchette de droite, s'il n'y arrive pas, à ce moment-là, il repose sa fourchette de gauche. Donc, schématiquement, on va dire que on avait un m1.lock et on aurait voulu faire un m2.lock. Et à la place de faire un m2.lock, on va faire un try-lock plutôt, où on va demander est-ce que c'est possible de la prendre. Si je peux prendre, alors je vais avoir ma section qui utilise M1 et M2. Utilisation de deux ressources. Et puis sinon, on va faire un m1.unlock. Je n'ai pas réussi à acquérir ma deuxième ressource, je relâche la première. Alors l'intérêt c'est qu'on n'a pas de deadlock, l'inconvénient c'est que du coup l'utilisation des deux ressources ici, de temps en temps on ne les utilise pas du tout. C'est pour ça qu'on vous dit de temps en temps, ce genre de solution peut provoquer de la famine. Le philosophe qui dit moi je prends ma fourchette gauche et si j'arrive pas à prendre la fourchette droite, je repose ma fourchette gauche, c'est tout à fait possible qu'il fasse une infinité de fois, je prends ma fourchette gauche, non, je peux pas me servir de la fourchette droite, je repose et je réessayerai plus tard. Et à ce moment-là, le risque, c'est de jamais manger. Et du coup, là, sur l'analogie du dîner des philosophes, on a vraiment le mot famine qui prend tout son sens, on mangera jamais les spaghettis.
Autre possibilité, on peut essayer de prendre toutes les ressources nécessaires en une fois. Si je prends mes philosophes, ça consiste à attraper les deux fourchettes d'un coup. Si je reprends, alors, attraper les deux fourchettes d'un coup, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire, à vrai dire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est utiliser une autre autorité. Là, l'analogie sera plus facile à faire sur le problème du carrefour. Si je prends un gendarme ici, hop, on va le dessiner comme ça, avec son képi sur la tête. La voiture D, elle peut demander au gendarme, est-ce que vous pourriez réserver les deux endroits pour moi? Et là, le gendarme, il va venir se mettre ici, et il va empêcher les autres voitures de passer, hop, et il va permettre à D de traverser le carrefour. Et puis ensuite, on a la voiture B qui va demander au gendarme, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, réserver les ressources 2 et 3 pour moi? Et le gendarme va se mettre ici, et il va réserver les ressources 2 et 3 en empêchant les autres voitures de passer, et du coup, je vais pouvoir passer. Et ainsi de suite. Alors ça, comment est-ce que ça peut se matérialiser en termes de code? On avait tout à l'heure un truc du style m1.lock et m2.lock. Et ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter autour de ça gendarme.lock, gendarme.unlock. C'est une solution, il y en a d'autres. On pourrait aussi éliminer carrément tout ça. On dirait qu'on supprime les histoires de lock et qu'on aurait une fonction qui demande aux gendarmes de s'occuper de l'ensemble. Ce gendarme, on pourrait l'implémenter par exemple avec un moniteur dehors. Euh, voilà, c'est plusieurs solutions qui me permettent de passer de ici, je n'ai aucune ressource, à ici, je détiens les deux ressources, mais en étant passé par un troisième intermédiaire qui s'occupe d'allouer les ressources pour moi. On va revenir à notre explication un peu plus détaillée. Et donc, on était sur on oblige à prendre ou à relâcher toutes les ressources nécessaires en une fois. La décision est centralisée dans un moniteur. Le moniteur, c'est le gendarme de tout à l'heure. Euh, et donc, on peut soit avoir carrément un processus séparé à qui on va envoyer un signal, soit mettre en exclusion mutuelle le moment où on prend la décision de verrouiller. Et donc dans les deux cas, on peut avoir de la famine. Dans le premier cas, je l'ai déjà dit, si j'attrape ma fourchette gauche et si je la repose, si je peux pas prendre la fourchette droite, de temps en temps, je risque de faire ça une infinité de fois et je mangerai jamais. Dans le deuxième cas, si je me dis, moi, je commence à manger que si je peux attraper mes deux fourchettes d'un coup, ce qui peut se passer, c'est que ma fourchette gauche, elle est disponible pendant que ma fourchette droite, elle n'est pas dispo. Et puis ensuite, c'est l'inverse, c'est ma fourchette droite qui est dispo pendant que ma fourchette gauche n'est pas dispo. Et il peut se passer un temps infini pendant lequel je n'ai soit zéro, soit une fourchette disponible devant moi, et j'ai pas de possibilité de dire moi je réserve cette fourchette, tant qu'elle est là, je la prends, et puis je verrai quand ma deuxième fourchette se relâche. Donc avec ces solutions-là, on a un problème de famine qui arrive assez souvent. Autre solution, autoriser la préemption. Alors là, c'est une autre analogie avec le gendarme, où on va avoir une ressource qui est utilisée, et on va pouvoir demander à une autorité de régulation, moi je voudrais libérer cette ressource. Donc typiquement là le gendarme il va demander à la voiture d'évacuer le carrefour. On lui dit moi je veux utiliser le carrefour numéro 3 et il va libérer cette ressource-là. Toutes ces solutions, c'est des solutions qui sont quand même relativement compliquées à mettre en œuvre et qui très souvent ont des défauts. Typiquement dans les TP, on va absolument pas faire ça, et même dans les TD d'ailleurs. Euh, Par contre, ce qu'on va chercher à faire en général, c'est éviter l'apparition de cycles. La solution classique, c'est d'ordonner les ressources. Euh, sur l'exemple des philosophes, on avait dit qu'il suffisait qu'un philosophe change son ordre de prise de fourchette. Et du coup, il suffisait de dire, au lieu de dire, moi ce qui m'intéresse c'est gauche et droite, on va prendre le plus petit indice, le plus grand indice. À partir du moment où mes fourchettes sont numérotées, je ne veux pas avoir de cycle dans un ordre total. Donc si je suis capable de dire cette ressource-là, elle est prise avant celle-là, cette ressource, elle est prise avant celle-là, et que je les numérote, que je vais les mettre dans un ordre de la première ressource qui est prise à la dernière ressource qui est prise, à ce moment-là, je n'aurai plus jamais de cycle. Voilà, donc pour supprimer un interblocage, pour détecter et pour supprimer, il faut rechercher des cycles dans le graphe d'allocation et de demande.
Ça pose quand même plein de questions, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Si jamais j'ai un cycle, alors par exemple, il y a certains langages où quand on détecte à l'exécution un cycle, ben, on tue tous les processus qui sont dans le cycle. On leur envoie une exception. Bon, c'est sympa, mais ça fait quand même planter le programme, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un interblocage, on va avoir un plantage assez violent à coup d'exception. Ça résout pas absolument tout. Plus finement, on peut avoir du retour en arrière. On se rend compte qu'on a un interblocage. Bah, typiquement, c'est ce que font les bases de données avec les histoires de moniteurs transactionnels et compagnie, où chaque processus a l'impression d'être isolé et par contre, concrètement, les processus, ils avancent à leur rythme. Souvent, ça pose pas de problème et de temps en temps, bah, on est obligé de faire un rollback et de faire revenir en arrière un des processus qui accède à la base. Donc ça, c'est un truc qui est assez lourd à mettre en œuvre et quand on peut éviter, on évite. Euh, Évidemment, l'idéal, c'est quand même de vérifier qu'on ne crée pas de cycle. Euh, On peut le faire en ordonnant les ressources, par exemple. Une autre possibilité, c'est l'algorithme du banquier. Le banquier, quand il va vous prêter de l'argent, il va vérifier qu'il a dans ses réserves suffisamment d'argent pour pouvoir vous prêter l'argent que vous demandez. Et donc le principe de l'algorithme du banquier, c'est de n'autoriser une demande que si on est sûr de pouvoir satisfaire toutes les suivantes. Donc on va compter combien on a d'argent, puis en fait on va compter aussi combien on doit aux autres gens, et donc combien les autres risquent de nous demander après. Donc ici, sur le carrefour, par exemple, l'algorithme du banquier il consisterait à regarder est-ce qu'on a suffisamment de cadrans de notre carrefour pour être sûr que quand on donne le premier cadran, on va aussi être capable de donner le deuxième. Voilà, conclusion sur cette partie synchro. Il y a à peu près toujours de l'exclusion mutuelle. Se passer d'exclusion mutuelle, c'est possible, mais c'est compliqué. Euh, Ce qu'on va chercher à faire en général, c'est de réduire au maximum la durée de l'accès exclusif. Donc, on peut dire que quand on a besoin d'une ressource, la totalité de l'action est en accès exclusif. C'est mal, alors ça dépend. Des fois, on n'a pas moyen de faire autrement, mais plus les sections critiques, plus les accès exclusifs sont longs, et moins les performances vont être bonnes. Donc l'idéal, c'est quand même d'essayer de faire en sorte que la prise de décision soit faite en accès exclusif. Sur mon exemple de tout à l'heure, prendre mes deux fourchettes, je peux mettre un mutex autour de prendre fourchette 1, prendre fourchette 2. Euh, et par contre, je peux relâcher le mutex général global au moment où j'ai mes deux fourchettes en main. La meilleure synchro, c'est l'absence de synchronisation quand on peut, mais en général, c'est difficile et pas toujours possible. Donc en résumé, une bonne synchro, c'est une synchro qui fait en sorte qu'on n'ait jamais de famine, c'est-à-dire qu'un processus ne se retrouve jamais à attendre indéfiniment quelque chose, qui est équitable, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs threads qui demandent à accéder à une ressource, il ne doit pas y avoir de distinction sur quel thread va y accéder en premier. On doit avoir de l'avancement, c'est-à-dire qu'un processus ne doit pas être mis en attente si ce n'est pas nécessaire. Ce serait dommage, hein. Enfin, vous êtes dans la vie de tous les jours, vous essayez de lancer une application, puis elle attend, alors qu'en réalité, il n'y avait pas de point bloquant sur cette application. Bah, évidemment, on va éviter de faire ça. Euh, le favoritisme peut être utile. Si vous prenez un annuaire téléphonique, par exemple, vous avez quand même intérêt à favoriser les lectures par rapport aux écritures, parce que les lectures, il y en a énormément, et les écritures, ça n'arrive pas très souvent. Euh, Quand on a un problème de synchro délicat, bah, souvent la solution elle est délicate, et donc la bonne option très souvent c'est de regarder ce que fait la littérature et de regarder ce que font les outils. Donc par exemple pour le lecteur-rédacteur, quand on est un étudiant, qu'on est en cours de programmation concurrente, bah, des fois on a un TD ou un TP ou on code un lecteur-rédacteur. Dans la vraie vie, bah, on utilise std shared mutex quand on est en C++, et ça fait exactement ça, et ça le fait de manière éprouvée, en ayant pris les bons compromis, les bonnes optimisations de performance, etc., pour que ce soit le plus efficace possible. Et donc dans ces cas-là, bah, les rédacteurs vont utiliser m.lock, et quand il y a quelqu'un qui a fait un lock, personne ne peut y accéder, et les lecteurs vont pouvoir utiliser m.lock_shared. Et à ce moment-là, si quelqu'un a déjà fait un lock shared, quelqu'un d'autre peut refaire un lock shared sans que ce soit bloquant. Je conclus sur un retour sur le dîner des philosophes. On a déjà presque tout vu là-dessus, mais je vous laisse réfléchir à toutes ces questions et puis on se retrouve tout de suite pour une visio en direct, une deuxième visio en direct de la matinée. A tout de suite!